En 2018, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour venir poursuivre mes études supérieures en France. À l'époque, j'avais beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir et une idée assez précise de ce que serait ma vie ici. Je pensais réellement savoir à quoi m'attendre. Mais entre les démarches Campus France, les difficultés financières que j'ai rencontrées quand je suis arrivée ici, les jobs étudiants, le Covid, les moments de solitude et tous les défis que j'ai rencontrés durant mes études, la réalité a été bien différente de ce que j'avais imaginé. Aujourd'hui, j'ai donc envie de te raconter comment se sont réellement passées mes 4 années d'études en France. Parce qu'on me voit aujourd'hui avec mon CDI, ma vie en région parisienne et tout ce que j'ai construit depuis, mais on ne se doute pas de tout le chemin que j'ai parcouru pour en arriver là. Alors installe-toi confortablement et je vais te raconter mon histoire. Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, que cette vidéo te trouve en parfaite santé. Si tu ne me connais pas, moi c'est Noura et sur ce compte, je partage tous les éléments qui m'aident à devenir chaque jour une meilleure version de moi-même en espérant que cela puisse t'aider toi aussi. Donc si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. Je n'ai pas forcément choisi intentionnellement de venir étudier en France, ça m'est un peu tombé dessus. Parce qu'avant le bac, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait parlé des bourses d'études vers la Russie, l'Ukraine, des pays de l'Est. Et moi, j'étais plus portée sur ça parce que cette personne avait déjà l'habitude d'accompagner des étudiants comme moi à obtenir ces bourses d'études. Et lorsqu'il a regardé mes notes, il m'avait assuré qu'il n'y avait aucune raison que je sois refusée pour ces bourses d'études. Donc lorsque j'ai eu mon bac, je me suis rendue dans l'administration publique qui s'occupait de ces bourses d'études pour déposer mon dossier. Et j'avais une totale confiance en moi. Je me disais qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle je ne serais pas acceptée pour partir en Russie. Mais contre toute attente, je n'ai pas été retenue pour la bourse. Donc j'ai entamé des études supérieures en Côte d'Ivoire. J'ai fait un BTS en mine géologie et pétrole. Ensuite, je suis rentrée en école d'ingénieur, toujours en mine géologie et pétrole. Sachant que j'ai eu mon bac à 16 ans, donc j'avais déjà passé 4 ans et demi d'études en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 2 années pour le BTS et 2 années et demie en école d'ingénieur. Donc je m'apprêtais même à sortir diplômée de l'école d'ingénieur. C'est comme ça qu'un jour, j'ai une copine qui vient me voir et me dit « Mais Noura, t'es encore jeune, là on va sortir ingénieur, pourquoi tu ne tenterais pas de partir en France via Campus France ?» Et c'est quand elle me dit ça que je percute. Je me pose la question de savoir en fait pourquoi je n'ai pas tenté. Parce que oui, j'en avais entendu parler depuis longtemps, je voyais des étudiants qui le faisaient, qui venaient en France, ça marchait bien pour eux, mais je ne m'étais tellement jamais projetée, moi, je ne pensais vraiment pas qu'un jour j'aurais moi la chance d'obtenir un visa parce que j'avais l'image de la France comme étant un pays où il est vraiment difficile d'aller. Donc je n'osais même pas tenter de déposer mon dossier. Et donc c'est au moment où elle me dit ça que je prends conscience du fait que je n'ai rien à perdre, que je peux tenter. Et puis si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, dans tous les cas, je suis quand même déjà en école d'ingénieur. Je vais être bientôt diplômée. Donc ma vie ne sera pas foutue. C'est comme ça que je vais voir mes parents, je leur parle de la procédure et de mon désir de la faire. Et ils m'encouragent bien sûr. Donc je me lance dans la procédure, je fais beaucoup de recherches, j'intègre des groupes d'étudiants aussi qui font cette procédure-là pour m'aider, m'accompagner. Et puis tout se passe bien. Je postule ici pour un master en géologie et environnement. C'est un peu l'équivalent de la formation que je faisais en Côte d'Ivoire. L'université me contacte en me disant qu'ils réorientent mon dossier vers une licence. Donc déjà, je suis un peu dégoûtée parce que je me dis, je suis quand même en 3e année d'école d'ingénieur qui équivaut à un bac plus 5. Pourquoi l'université souhaite me remettre en licence 3? Ma mère me dit, tu es encore jeune, tu n'as rien à perdre. S'ils estiment que tu devrais retourner en licence, je pense que tu devrais le faire. Donc j'accepte, je reçois mon acceptation quelques jours plus tard. Ensuite, j'entame aussi tout ce qui est procédure de demande de visa et tout se passe bien. J'étais très heureuse de savoir que je partais parce qu'en plus, mon vol avait été pris le jour de mon anniversaire, donc c'était assez significatif, symbolique pour moi de me dire que je rentre dans un nouvel âge et aussi dans une nouvelle vie qui va démarrer dans l'un de mes pays de rêve. J'imaginais vraiment ma vie comme ce que je voyais dans les films, arriver, voir la Tour Eiffel, me faire des amis, l'école sera facile parce que bien évidemment j'avais déjà des facilités quand j'étais au pays. J'étais une très bonne élève, une très bonne étudiante. Donc je ne craignais en aucun cas qu'en arrivant ici, je puisse, moi, ne pas réussir mes études. Pour le départ, tout s'est fait un peu dans la précipitation parce que ma demande de visa, je l'ai déposée
en mi-août et il a fallu que j'attende un mois, donc mi-septembre, avant d'obtenir mon visa. Sauf que la rentrée était prévue pour début septembre, donc j'avais pas d'autre choix que d'arriver un peu en retard. Donc j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de rentrer dans cette nouvelle vie, dans ce nouvel épisode de ma vie. Personnellement, j'ai de la famille en région parisienne, donc j'attendais vraiment que quand j'arrive, on prenne soin de moi, on s'occupe de moi, on m'accompagne, on soit là pour moi. Sauf que dès les premiers instants où je suis arrivée, j'ai pu constater déjà par certaines choses qui se sont passées que j'étais toute seule en France. Par exemple, la personne qui est venue me chercher à l'aéroport, c'était une amie à moi qui étudiait déjà en France depuis 1 an. C'est-à-dire que ma famille ici, qui était au courant que je venais, ne s'est pas du tout déplacée pour venir me chercher à l'aéroport. Donc ça, déjà, ça m'a fait comprendre en quelque sorte que j'étais livrée à moi-même. Ma copine me récupère à l'aéroport, tout se passe bien, c'est mon anniversaire, elle m'organise un anniversaire surprise, je suis très heureuse. Ce qui m'a marqué au tout début, c'était la vitesse à laquelle les gens marchaient. On est à Paris, on partait prendre le métro, le RER, et là, t'avais des gens qui couraient dans tous les sens. Et moi, je ne comprenais pas. Et je demandais à ma copine, mais il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, pourquoi les gens ils courent, pourquoi les gens ils marchent vite? Je comprenais pas en fait. Et là, elle m'explique que non, c'est comme ça, c'est la dynamique de Paris. Les gens, ils sont toujours pressés. J'étais aussi impressionnée par le fait que les gens ne se parlent pas quand on allait dans des centres commerciaux, dans des magasins. Moi, j'ai l'habitude de la Côte d'Ivoire où quand j'arrive quelque part, les gens, ils sont chaleureux. Les gens, ils sont même parfois intrusifs à poser des questions qu'ils ne devraient pas. Donc ici, je voyais qu'en fait, personne ne s'intéressait à moi. Je faisais ce que j'avais envie de faire. Personne ne me regardait et je me disais mais waouh, ici c'est vraiment chacun pour soi. Et je ressens tout ça mais ça n'a pas forcément d'impact direct sur moi parce que à ce moment-là, je suis encore accompagnée par ma copine. Le lendemain, on prend le train pour Dijon, elle me dépose, ensuite je la raccompagne à la gare et c'est à ce moment-là que mes problèmes commencent. En rentrant chez moi, je me trompe de ligne de tram, donc je pars avec le mauvais tram, j'arrive au terminus, je suis complètement perdue. Je perds quasiment 2 heures de temps à retrouver mon chemin. Et en rentrant chez moi, il pleut, il y a l'eau qui touche mon téléphone. Quand j'arrive à la maison, je me rends compte que mon téléphone ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, je me dis que je vais prendre mon ordinateur pour envoyer un message à ma mère pour lui assurer qu'on est bien arrivé. Je me rends compte également que j'ai oublié mon ordinateur à l'aéroport d'Abidjan. Donc là, je me retrouve vraiment toute seule, sans téléphone, sans ordinateur, sans connaître personne. Ma copine qui vient de partir, je ne peux même pas lui écrire parce que j'ai plus de téléphone. Et donc je décide qu'il fait nuit, je vais dormir et demain je vais sortir, je vais certainement trouver des amis dehors qui vont m'aider, qui vont me permettre d'appeler ma famille. Le matin quand je me lève, je sors dans la rue. Quand j'essaye d'approcher les gens, en fait, ils sont un peu comme sur la défensive, où ils n'ont pas envie de me parler, où c'est comme si je gênais. J'ai même pas le temps de dire ce que j'ai envie de dire que je me sens tout de suite repoussée. J'étais tellement choquée et totalement dans l'incompréhension que je marchais dans la rue et je pleurais limite. Tout ce que je veux, c'est que quelqu'un me donne un renseignement sur comment trouver un réparateur pour mon téléphone et aussi faire signe à ma mère parce que depuis hier, elle n'a pas de mes nouvelles. Au final, je marche jusqu'au centre-ville et là-bas, je croise une personne, un Guinéen, qui accepte de me prêter son téléphone. Donc j'appelle mes parents, mon ami pour les tenir au courant de la situation. À la suite de ça, je suis partie à l'université pour faire mon inscription et j'ai appris que ma classe était partie en sortie d'études et que je devais revenir 2 semaines après. Entre-temps, on m'a aussi montré un réparateur chez qui je devais déposer mon téléphone pour réparation et le peu d'argent qui me restait sur moi, j'ai dû l'utiliser pour réparer le téléphone. Donc finalement, je me suis retrouvée pendant plusieurs jours sans ordinateur, sans argent, sans cours. À ce moment-là, je me sentais vraiment comme seule au monde. Je pleurais littéralement tous les jours. J'avais l'impression d'avoir pris la mauvaise décision parce que c'était la première fois que je me retrouvais comme ça, loin de ma famille, toute seule, sans rien. Et à ce moment-là, ma famille aussi traversait des difficultés financières, donc ne pouvait pas forcément m'envoyer de l'argent parce qu'ils avaient déjà investi tout ce qu'ils avaient pour m'amener ici. Et en toute sincérité, j'avais juste envie de rentrer chez moi. Et toute cette situation m'avait fait comprendre que ma vie ne sera plus jamais la même. Quand ma classe est revenue, j'ai repris les cours et étant donné que je venais d'arriver, je n'ai pas tout de suite commencé à chercher un job étudiant parce que je voulais vraiment prendre mes marques
à l'université. Donc sur les 3 premiers mois de présence en France, je n'ai pas tout de suite commencé à chercher à travailler. Mais par contre, j'avais très rapidement compris qu'à partir du mois de janvier, il fallait absolument que je réussisse à trouver un job étudiant pour pouvoir décharger ma famille du fait de devoir envoyer de l'argent tous les mois. J'ai eu énormément de difficultés à trouver un job étudiant. Je postulais dans différents boulots, on ne me rappelait pas. Et donc de janvier à mai, je n'ai pas travaillé. Financièrement, mentalement, il n'y a rien qui allait et je remettais toute ma vie en question. En mai, mon audace a payé parce que j'ai vu une offre qui à la base ne correspondait pas forcément à ce que je recherchais. Mais je me suis dit, qui ne tente rien à rien. C'est comme ça que j'ai été prise pour un service civique dans un organisme public pour une durée de 3 mois. Et pendant ce temps-là, je continuais de postuler dans l'espoir qu'on me rappelle. Et heureusement pour moi, avant la rentrée des classes, au mois d'août, j'ai pu trouver un job étudiant à temps partiel chez McDo que j'allais pouvoir faire en parallèle de mes études. En été, quand j'étais en service civique, c'était assez facile parce qu'il n'y avait pas de cours. Je travaillais, je rentrais chez moi, j'avais mes soirées pour moi, j'avais mes week-ends également. Mais par contre, à la rentrée, quand j'ai commencé à travailler chez McDo, ça a été très dur parce que ça m'a demandé beaucoup d'organisation. Entre le fait que je travaillais les soirs après les cours et les week-ends en horaire décalé. Le samedi, je pouvais travailler de 10h à 14h ou de 11h à 14h et de 18h à 22h ou de 18h à 21h. C'était pareil le dimanche. T'as que 4 heures entre 14h et 18h et étant donné que moi j'habitais loin de mon travail, je ne pouvais pas rentrer parce que le simple fait de rentrer me prenait 1 heure, de revenir me prenait 1 heure, donc ça me ferait perdre plus de temps qu'autre chose. Ça m'a demandé vraiment de trouver des méthodes pour m'organiser, pour réviser mes cours. Ma vie d'avant ne me demandait pas autant d'organisation. J'avais juste mes études et c'est tout. Mais là, j'étais devenue une adulte responsable qui avait un travail, qui avait ses études, qui devait réussir ses études et de surcroît qui est perfectionniste et qui adore l'excellence, donc qui était prête à tout pour vraiment réussir ses études. Et donc ça m'a demandé énormément de sacrifices. Réviser mes cours pendant mes pauses au McDo, réviser tard le soir, dès que j'avais un créneau, il fallait que j'optimise ce temps-là pour faire quelque chose de productif. Ça a été très éprouvant parce que je me souviens encore des jours où je rentrais chez moi en pleurs, tout simplement parce que j'avais l'impression que j'allais craquer. J'avais l'impression vraiment que je n'arrivais plus à gérer. Sur cette période, je pense que la chose qui m'a fait tenir, c'était mon pourquoi. Parce que j'arrivais quand même à me rappeler du pourquoi je suis venue là, de tous les sacrifices que mes parents, malgré leurs maigres moyens, avaient fait pour que je vienne en France. Et il était hors de question que je me déçoive moi-même et que je les déçoive aussi. Donc oui, il y a eu des moments où j'ai pleuré pendant plusieurs jours, plusieurs nuits. Mais le lendemain, je trouvais toujours la force en moi de me lever et de me dire « c'est un nouveau jour, on se lève et on continue ». Heureusement aussi pour moi que mon Master 2 se faisait en alternance. Donc quand je suis arrivée en Master 2, j'ai quitté le McDo et je me suis consacrée entièrement à mes études, plus mon alternance. Et j'avais un salaire qui était plutôt correct, donc ça me permettait de vivre et ça m'avait vraiment déchargée du fait de devoir travailler les soirs et les week-ends. Les moments les plus difficiles pour moi durant ces 4 années de vie ont été bien évidemment la période Covid où on a été confinés et on était tous enfermés chez nous. Les cours étaient passés à distance. Au McDo, on nous avait mis en chômage partiel, donc on ne travaillait pas. Pas de famille à côté. Pendant ce temps-là, moi, je suis tombée malade. Il a fallu que je me lève toute seule pour sortir, pour aller me faire tester, savoir si j'avais pas le Covid, pour aller chercher les médicaments à la pharmacie, pour me faire à manger. C'est dans ces genres de moments-là particulièrement que je me disais, si ma famille était à côté de moi, ça aurait été différent. Il y a eu aussi le mariage de ma meilleure amie en Côte d'Ivoire où j'étais censée être dame de compagnie et étant donné que les frontières étaient fermées, je ne pouvais pas m'y rendre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a mis vraiment hors de moi. J'étais vraiment pas bien de savoir que j'allais rater cet événement aussi important. Il y avait aussi les fêtes de fin d'année qui sont des périodes durant lesquelles je me sentais profondément seule. Il y a bien sûr eu des moments où je célébrais des victoires. Par exemple, le jour où j'ai appris que j'ai été retenue pour mon stage, le jour où j'ai obtenu mon alternance, quand je réussissais mes études, que les résultats y sortaient et que j'étais parmi les meilleurs. Tous ces moments-là, bien qu'ils étaient des moments positifs, j'avais envie de les vivre avec ma famille à côté de moi. Et au-delà de ma joie, je ressentais quand même une profonde tristesse du fait de me dire que s'ils avaient été là, ça aurait été différent.
Ce qui m'a permis de tenir quand même sur ces 4 années de vie, c'est que oui, il y a eu des moments de profonde solitude, mais je m'accrochais aussi à tout ce qu'il y avait de positif. J'ai rencontré des personnes incroyables, des amis incroyables dans la résidence où j'habitais et aussi à l'université qui aujourd'hui sont vraiment comme une famille pour moi en France. Donc j'essayais de m'accrocher à ça en me disant que oui, j'ai ma famille biologique, mais j'ai aussi la famille que la vie, que Dieu a mis autour de moi et ce sont des personnes qui sont tellement incroyables que je peux m'accrocher à leur amour, à tout ce que ces personnes-là m'apportent pour pouvoir avancer dans ma vie. Je m'accrochais beaucoup aussi au fait de me dire que Noura, lors de la première année, tu étais à 2 doigts de partir, de rentrer chez toi parce que tu croyais que tu n'allais pas y arriver, mais tu as tenu. Donc si tu as survécu à cette première année sans travail, sans argent, sans plein de choses, c'est que tu peux tenir encore sur les années à venir. Ces 4 années d'études m'ont appris l'organisation. Comme je l'ai dit dans la vidéo, avant d'arriver ici, l'organisation n'était pas du tout un souci pour moi parce que je n'avais que mes études. Arrivé ici, je me suis rendu compte de toutes les responsabilités que j'avais. Donc il a fallu que j'apprenne à m'organiser autrement, à optimiser le temps, à prioriser mes tâches et aussi à me détacher un petit peu de mon perfectionnisme. Pendant longtemps, je voyais la solitude comme quelque chose de négatif, mais avec le temps, j'ai compris que cette solitude m'a appris à revenir à l'essentiel, à me poser les bonnes questions. Des questions que je ne me serais certainement jamais posées si je n'étais pas venue en France. Ça m'a aussi appris à être résiliente et à me responsabiliser. Et en toute franchise, je pense que durant cette période, j'ai beaucoup perdu confiance en moi. Mais quand j'en suis sortie, j'ai énormément gagné confiance en moi justement. Parce que quand j'ai refait le film de tout ce que j'ai traversé et de tout ce pourquoi j'ai pleuré et que j'ai vu que j'avais réussi à tenir, que je m'en étais sortie et que j'avais réussi mes études avec les honneurs, je me suis sentie capable de tout accomplir dans ma vie. Aujourd'hui, je me dis que cette période a été très difficile et loin de tout ce que j'avais imaginé. Mais si c'était à refaire, bien sûr que je le referais sans changer quoi que ce soit à l'histoire. Parce que cette période qui a été difficile a permis de me construire la personne que je suis aujourd'hui et donc j'en suis hyper reconnaissante. Si tu regardes cette vidéo, je suppose que tu t'envoles bientôt pour étudier, travailler ou recommencer une nouvelle vie à l'étranger. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que ça ne se passera pas toujours forcément comme tu l'avais prévu. Tu vas rencontrer des difficultés, mais n'oublie jamais le pourquoi tu es parti. N'oublie jamais de te rappeler, de toujours revenir à l'essentiel, de te rappeler que tout ce que tu es en train de traverser va participer à construire la personne que tu vas devenir plus tard. Regarde mon histoire. De l'étudiante ivoirienne qui débarquait en France en 2018 à la femme que je suis devenue aujourd'hui, à tout ce que j'ai accompli. Il y a eu beaucoup d'épreuves, mais aussi beaucoup d'apprentissage. J'espère de tout cœur en tout cas que cette vidéo t'apportera quelque chose. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter. N'hésite surtout pas à la partager à quelqu'un autour de toi qui en aurait besoin. N'hésite pas également, si tu as des questions, à me les poser dans les commentaires ou sur mes différents réseaux sociaux. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!